Excellente journée à vous tous. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue pour votre Journal des Alpes à la mi-journée. Tout de suite au sommaire, une centaine d'adolescents intoxiqués dans un centre de vacances à la Toussuire, en Savoie. L'origine de l'intoxication serait alimentaire. Aucun d'entre eux n'a été hospitalisé. Nous ferons le point sur place avec Florine Heba dans quelques minutes. Et puis l'arrivée de la Grande Odyssée, la grande course de chiens de traîneau à travers les Alpes, c'est cet après-midi à Termignon-Valseny. Une émission spéciale vous sera présentée en direct à 13h55 par Céline Aubert. Céline qui nous dira comment se dessine le podium dans ce journal. Tout de suite, un coup d'œil sur le temps de cet après-midi dans les Alpes, couvert sur la moitié des Alpes, plus d'éclaircies vers la frontière italienne et des températures qui restent froides entre 4 et 9 degrés maximum. Et nous partons donc à la Toussuire où une centaine de personnes, essentiellement des adolescents, ont été pris de vomissements hier soir. Tous ont été examinés par des médecins jusque tard dans la soirée. Sur place, nous retrouvons Florine Heba. Florine, quelles sont les dernières nouvelles ? Eh bien écoutez Jean-Christophe, le calme est revenu à présent à l'Edelweiss. Les adolescents vont beaucoup mieux. Seuls 5 d'entre eux, contrairement à ce que vous avez dit, il y a bien eu des hospitalisations et 5 jeunes, 4 Bretons et 1 Champenois ont été conduits à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne vers 1h du matin par mesure de précaution. Mais les dernières nouvelles qui datent du milieu de matinée sont très rassurantes, donc pas d'inquiétude. Pour l'heure, les suspicions se portent vers une intoxication alimentaire qui pourrait concerner le déjeuner de lundi midi. Alors des analyses sont en cours et à ce sujet, je vous propose de regarder le reportage que nous avons réalisé tout à l'heure avec Jean-Pierre Rivet. C'est hier vers 10h que des adolescents de ce centre de vacances ont été pris de vomissements sur les pistes de ski. Très vite pris en charge par les pompiers, ils ont été examinés par des médecins. Sur 120 enfants, 50 ont présenté des symptômes et une vingtaine a vraiment été malade. L'intoxication au monoxyde de carbone a été écartée, mais la piste de l'intoxication alimentaire serait plus plausible. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits, les gendarmes sont passés, les ont mis sous scellé pour les faire analyser. Donc l'organisme agréé par l'État va les analyser. On aura un peu plus d'infos après, d'ici peut-être pas quelques heures, mais peut-être demain ou après-demain, le temps que les analyses soient faites et qu'on ait la certitude de ce qui s'est passé. Parce qu'actuellement, on n'a aucune certitude. En attendant plus d'informations, les enfants devraient bénéficier d'un repas froid extérieur du type pique-nique pour le déjeuner. Et Florine, donc le séjour devrait se poursuivre pour ces jeunes adolescents ? Oui, le séjour devrait se poursuivre presque normalement. Il reste un peu plus de 2 jours avant la fin de cette classe de neige. Et Jean-Marc Gabizon, que vous venez de voir dans le sujet, le responsable, attend les directives de l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour connaître la suite à donner concernant les autres prises de repas. Quant aux analyses, les résultats sont attendus d'ici 48 heures et elles sont menées par la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations. Merci beaucoup Florine pour toutes ces informations. Les suites maintenant du coup de filet de Moirans après les violences urbaines il y a 3 mois. 18 personnes ont été interpellées au total par les forces de gendarmerie, dont une dernière ce matin. 7 personnes, dont la mère du détenu au cœur des violences, ont été déférées devant les juges d'instruction en charge du dossier. Le point avec Joël Serroni. C'était le 20 octobre dernier, les rues de Moirans, théâtre de scène d'une véritable guérilla urbaine. 3 mois tout juste après ces événements qui avaient profondément marqué l'opinion par leur violence, l'enquête avance et les interpellations se succèdent. Une opération d'envergure lancée lundi matin avait permis d'interpeller 15 suspects. 300 gendarmes déployés, 3 juges dédiés. Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, s'était rendu sur place pour féliciter les forces de l'ordre et affirmer la présence de l'État face aux accusations de laxisme. 7 des 15 personnes interpellées ont été mises en examen hier et placées sous contrôle judiciaire. Une autre entendue comme témoin assisté, alors que 2 nouveaux suspects recherchés se sont présentés aux gendarmes. Ce matin, les forces de l'ordre ont procédé à une nouvelle interpellation, celle d'un adolescent de Moirans ne résidant pas dans le camp des gens du voyage sédentarisés. Au total, 10 personnes sont toujours entendues aujourd'hui au palais de justice de Grenoble.
Retour à la casse-prison pour l'ex-footballeur professionnel Ghislain Anselmini. 5 ans ferme, c'est le verdict de la cour d'assises de la Savoie dans l'affaire du rapt avorté de son ancien coéquipier Fabrice Fiorez. C'était en 2012. La cour a également prononcé une peine de 10 ans de réclusion à l'encontre des 2 ravisseurs, Mohamed Gousseri et Mohamed Sali. Le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, était hier à Modane pour rendre hommage aux secouristes et manifester sa solidarité avec les militaires touchés par l'avalanche de Val-Fréjus. Il s'était auparavant recueilli à la morgue de Saint-Jean-de-Maurienne devant les dépouilles des 5 légionnaires morts. Jean-Yves Le Drian qui s'est entretenu avec les 8 blessés et la quarantaine de soldats qui ont été pris dans la coulée. Et il reste fortement choqué à ce jour. Vous savez qu'une enquête en flagrance a été ouverte sur les circonstances de cet accident. Elle a été confiée au parquet d'Albertville. Beaucoup de questions restent en effet posées aujourd'hui, notamment sur les distances de sécurité et le niveau de ski de ces légionnaires. Le reportage de Denis Sébastien et Étienne Prigent. Beaucoup de questions. Et d'abord, était-il prudent de progresser si nombreux dans cette combe étroite avec un risque d'avalanche élevé? À 52 personnes, impossible de respecter les distances d'espacement entre chaque skieur. Vu la taille de la combe, les 52 personnes même réparties sur toute la combe, il n'y avait sans doute pas 150 mètres d'espacement entre chaque individu. Autre interrogation, plusieurs secouristes nous ont dit leur étonnement devant le faible niveau de ski de certains rescapés. À peine niveau débutant selon eux. La hiérarchie militaire a en partie confirmé cette information. Certains légionnaires, effectivement, avaient appris à skier il y a une semaine seulement. Certains étaient moins expérimentés que d'autres, mais c'est normal, il faut bien démarrer à un moment donné. Donc les plus jeunes étaient encadrés par les plus anciens, et c'est normal. Mais Le niveau était suffisant, largement suffisant. Les légionnaires étaient tous équipés d'un appareil de détection de victimes d'avalanche. Mais selon nos informations, certains maîtrisaient mal son fonctionnement. Et toujours à propos d'avalanche, souvenez-vous, c'était le 15 décembre dernier, une avalanche qui avait fait 7 morts dans le massif des Écrins, dans le dôme des Écrins exactement. Eh bien, l'enquête a été classée sans suite par le procureur de la République de Gap. Une extinction de l'action publique en raison du décès des chefs de chacune des 3 cordées. L'avalanche de 400 mètres de large n'avait laissé la vie sauve qu'à une survivante de nationalité allemande. Un éboulement coupe la RD 1091 à hauteur de Fresnay-Doizan en Isère depuis hier soir, depuis 23 heures exactement. La RD 1091 est coupée donc à la circulation. Un éboulement qui s'est produit après le tunnel de l'Infernet. La route départementale est fermée, les 2 sens sont concernés. Les 20 mètres cubes de roches ont emporté les arbres et des filets de sécurité sur leur passage. Les services des routes départementales espèrent rouvrir cette route d'ici ce soir. Et nous partons maintenant pour la Haute-Maurienne vanoise à Termignon-Valseny où s'achève aujourd'hui la grande course de chiens de traîneau, la grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Avant de retrouver Céline Aubert en direct de Termignon, un coup de projecteur sur le succès populaire de cette course unique en Europe avec André Faucon. De bonnes chaussures, des vêtements chauds, il fait froid jusqu'à moins 15 degrés ressentis, mais le public est là, fidèle et attentif. La grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc est un des rares événements de l'hiver qui se déroule en pleine nature et ça se mérite. Un peu de marche, un peu de patience, dans l'espoir d'en prendre plein les yeux. Le plus grand événement du coin. Bien sûr, ces chiens merveilleux qui avancent, c'est super. Oh ben ça fait plusieurs fois qu'on vient, donc ça nous plaît. Je suis très content pour le voir pour ma première fois. Depuis la création de la course, le public est attiré par la promesse de l'émotion, mais de plus en plus, c'est la compétition qui passionne les spectateurs, une motivation supplémentaire pour les mushers. On en voit qui nous suivent depuis le premier jour, c'est-à-dire que un peu comme sur la caravane du Tour de France où il y a des gens en camping-car qui vont suivre le Tour de France et on en a de plus en plus qui vont nous suivre du début à la fin de l'épreuve. Pour les stations et pour les villages, la course de chiens de traîneau est une aubaine entre 2 périodes de vacances scolaires. Ça ramène toutes les années un peu plus de monde, j'ai l'impression. Mais ouais, c'est un bon événement pour Bessin. Le fait qu'il y ait de l'ambiance comme ça pousse à venir voir. Enfin, on croise toujours du monde qu'on connaît.
La première boucle, vous allez... La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc se positionne comme une fête de la montagne authentique, un label à préserver malgré la montée en puissance de l'événement. On concentre sur les départs, sur les arrivées, des choses très spectaculaires avec, comme vous le voyez derrière moi, des mass-start, des tas d'animations. On ne le fait que sur les 200-300 premiers mètres de la course. Après, les mushers se retrouvent en pleine nature et on refuse de mettre des marquages publicitaires ou des animations fortes. Des milliers de personnes au départ et aux arrivées, des images qui font le tour du monde. La Grande Odyssée a réussi son pari de ranimer l'hiver des pays de Savoie. Et l'arrivée des attelages se déroulera cet après-midi donc à Termignon et ce sera devant nos caméras au cours d'une émission spéciale présentée à 13h55 par Céline Aubert que nous retrouvons tout de suite. Céline, y a-t-il encore du suspense concernant le podium de cette édition 2016? Alors vous le voyez derrière moi, tout d'abord un mot sur le décor. Vous le voyez derrière moi, c'est sous cette arche rouge qui est en pleine préparation que les premiers mushers vont faire leur arrivée tout à l'heure pour l'étape de Valseny-Termignon en Savoie. Et puis aussi, nous sommes nous-mêmes en préparation pour finaliser le plateau de cette émission spéciale. Pendant 1 heure, nous allons vous faire vivre en direct l'arrivée des mushers et des chiens. Et puis bien sûr, nous connaîtrons le nom du grand vainqueur de cette édition 2016. Mais la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, ce sont aussi de magnifiques paysages alpins. Regardez autour de nous ce décor sublime, c'est celui de la Haute-Maurienne vanoise. On se croirait presque dans un Grand Nord, dans le Grand Nord canadien. Nous parlerons avec nos nombreux invités de ce territoire qui conjugue authenticité et tourisme. Nous évoquerons le Festival national d'accordéon de Termignon et puis aussi Belle et Sébastien, immense succès au cinéma. Eh bien, les 2 volets ont été tournés à 2 pas d'ici. Et puis bien sûr, nous accueillerons l'équipe de la Grande Odyssée qui se donne beaucoup de mal pour organiser cet événement unique au monde. Et puis tout à l'heure, place à la course pour cette émission spéciale La Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ce sera à 13h50. Je vous donne rendez-vous sur France 3 Alpes. Merci beaucoup Céline, on sera là. 2e volet de notre série hebdomadaire consacré cette semaine à l'eau des Alpes. Hier, nous étions dans les montagnes de la Haute-Savoie. Ce soir, direction le Sud-Isère où coule une source relativement peu connue mais qui suscite l'intérêt pour sa pureté. Denis Vigneaud-Duguet, Jean-Pierre Rivet. Au cœur des montagnes du Valbonnet, sur la commune du Perrier, une petite structure discrète. C'est l'usine d'embouteillage de l'unique eau de source de montagne de l'Isère. C'est l'eau qui est récoltée dans les vallées qui viennent du Col d'Ornon et de Confolens et qui est de tous les massifs qui sont aux alentours. Le captage est à peu près à 200 mètres de l'usine. Donc on pompe à environ 40 mètres de profondeur et on amène l'eau jusqu'à l'usine par des tuyaux inox. Dès le départ, les communes voisines d'Entraigues et du Perrier considèrent que Valécrin est porteur d'avenir. Elles se lancent alors dans l'aventure et participent au financement du captage. L'eau du Perrier, c'est l'eau de Valécrin, c'est l'eau qu'on boit tous les jours. Donc c'est une eau pure et ça c'est aussi intéressant pour l'image de la commune d'avoir une mise en bouteille de notre eau parce que c'est une image de qualité, de pureté. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ça vous rapporte un peu d'argent, vous, en tant que mairie, ou pas? Alors, ça devrait nous en rapporter. Ça nous en rapportera quand l'usine fonctionnera à plein rendement. Car la structure connaît des débuts difficiles. L'un des gros clients à l'export ferme ses portes. Les commandes baissent. Le marché est compliqué. Heureusement, depuis 2005, l'entreprise appartient à un nouvel investisseur qui croit fermement en ce produit d'exception. Rebaptisée eau des Alpes, cette eau de source de montagne est évidemment placée en permanence sous très haute surveillance. Toutes les 30 secondes, il y a une mesure. Si on dépasse certains seuils, l'eau est déviée et n'est pas embouteillée. Il y a un labo qui fait une analyse toutes les 2 heures à peu près. Et en plus, il y a un laboratoire indépendant qui vient 1 fois par mois faire des prélèvements sur des produits finis et qui contrôle. Pour l'instant, la production n'est assurée que par une petite équipe de 8 personnes, car l'usine ne tourne qu'au tiers de ses capacités, soit 13 000 bouteilles à l'heure environ, pour un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3 millions d'euros. Si la clientèle est essentiellement locale et régionale, de nouvelles commandes à l'export font cependant leur apparition, que ce soit en Europe, vers l'Asie ou les pays du Maghreb.
Enfin, 2016 s'annonce bien puisque l'entreprise Eau des Alpes sera aussi prochainement référencée auprès d'une marque de grande distribution. Une page culture maintenant avec le Festival des films maudits qui se déroule à Grenoble jusqu'à samedi prochain. Il a été inauguré hier soir. Au programme des courts-métrages, des premiers films, mais pas que, des films qui ont été écartés par les circuits traditionnels de distribution. Et pour en parler, nous recevons Karel Kistrebrer. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi d'avoir écorché votre nom. Kistrebrer, vous êtes délégué général du festival. Un film maudit, c'est quoi exactement ? C'est un film qui a du mal à être vu sur les grands écrans, on va dire. Voilà, ce sont des films qui sont oubliés ou qui ont eu du mal à être produits, à sortir en salle. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de les mettre à leur place dans une salle de cinéma et de les présenter au public, qu'ils soient anciens ou récents. Alors on pense à des films de série B, Par exemple, surtout, oui. Surtout de série B. C'est un genre, mais c'est un genre qui vous plaît ? Bien sûr, sinon on ne le ferait pas. Non, on ne présente que des films qu'on aime et que, c'est pour ça qu'on a envie de les montrer, parce qu'on les aime énormément et on estime qu'ils ont besoin d'être revus, d'être redécouverts pour ceux qui sont anciens, ceux qui passent dans la rétrospective. Et les films qui sont en compétition, ce sont des films qui ne sortent pas, en tout cas dans les salles grenobloises. Et on pense que le public grenoblois a entièrement le droit de les voir, de les découvrir. Alors, il y a du film d'horreur aussi, ou des premiers films, des films d'études ? Alors, cet après-midi, nous diffusons des courts-métrages réalisés par des lycéens. Donc, on voit la bande-annonce. Ils débutent. De votre festival. Il y a samedi des courts-métrages effectivement maudits, parce que nous sélectionnons des courts-métrages qui ont été refusés dans les autres festivals. Voilà. Et après, au niveau des longs métrages, il y a du tout, il y a du policier, il y a du film, des comédies, il y a du fantastique, il y a de l'horreur. Et notamment Made in France, film qui avait été déprogrammé à la suite des attentats contre le Bataclan, film très, très fort sur un journaliste qui infiltre plutôt une filière djihadiste. Vous avez décidé de le programmer ? Oui, la plupart des exploitants, c'est vrai, ayant déprogrammé le film, les distributeurs ont décidé de le sortir en VOD. Sauf que nous, notre cheval de bataille, c'est le grand écran. Les films sont faits pour être projetés. Donc on a décidé, François Co, qui est en charge de la compétition, a contacté le distributeur, a vu le film, parce qu'on veut quand même connaître les films. Et c'est un très bon film policier français. Et il redonne du souffle au genre français. Donc c'est vraiment dommage de louper cette occasion de le montrer sur grand écran. Et il entre en résonance avec les débats actuels ? Il est prémonitoire quelque part, effectivement. La réalité a dépassé la fiction, mais c'est un film qui a été écrit il y a 4-5 ans. Il a été réalisé il y a 3 ans, donc c'est pas le film qui a motivé les attentats du tout. 2 mots maintenant sur les projections. En 2 mots, où est-ce qu'on peut voir ces films ? Tout a lieu au cinéma Juliette Berthaud, qui est, à mon Sens, une des plus belles salles de cinéma de Grenoble. En plein centre-ville de Grenoble, donc. Voilà. Merci beaucoup, Karel Kistrebrer, excusez-moi encore, un peu difficile. Merci beaucoup, bon festival à vous. On termine avec l'affiche sportive du jour, la rencontre pour les 16e de finale de la Coupe de France de l'ETG qui reçoit Monaco ce soir. La rencontre se passe à 18h30 au Parc des Sports d'Annecy. Monaco, grand club de Ligue 1, il va donc falloir mouiller le maillot pour les hommes de l'ETG pour l'emporter. C'est ainsi que s'achève ce journal. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle soirée. Ce soir, à 19h, vous retrouvez Pauline à l'Aube.